Et je pense qu'une vie d'entrepreneur, c'est une vie de bulle. C'est une vie où peut-être pas pour tout le monde, peut-être ça dépend des métiers, mais je pense que si on veut vraiment être efficient et efficace, il faut se mettre vraiment dans une bulle isolée, il faut enlever le bruit, il faut arriver à avoir cette concentration. Et dans la journée, si on se laisse perdre par des petits plaisirs ou des petites choses, c'est pas des petits plaisirs, mais c'est on se laisse vite un peu glisser. Voilà. Chaque dimanche matin sur ma chaîne YouTube Grand Angle, une interview d'une personne avec un parcours extraordinaire qui nous inspire. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur grandangleeco.com/podcast. Arnaud Salomon, bonjour. Merci d'être avec nous sur Grand Angle Entrepreneur. Donc tu es le dirigeant, fondateur, grand chef, grand Manitou de Mon Pèlerin. C'est juste. Qui est, on va dire ça comme ça, une banque blockchain. C'est-à-dire que tu as réussi, enfin vous avez réussi, c'est un travail collectif aussi, à faire une banque qu'on appelle non-custodial. C'est-à-dire que tu es toujours en contrôle de tes fonds quand tu es client chez Mon Pèlerin. C'est pas la banque qui possède l'argent du client, c'est le client qui dépose ses fonds dont il a toujours la corde de rappel, quoi. Voilà. Parce que dans une banque classique, quand on dépose son argent à la Société Géniale ou au créancier lyonnais, eh ben on abandonne son argent et on a une créance en face, donc on n'est plus propriétaire. Voilà. Et puis voilà, tout un tas de trucs chouettes autour de ça et d'autres qui vont arriver. On en parle sur Grand Angle Crypto justement pour aborder la dimension vraiment tech et produit de tout ce que tu fais. Mais là, on est là pour parler du parcours entrepreneurial. Comment, tu as quel âge déjà? Alors, j'ai 39 ans. Merci d'ailleurs de me recevoir, Richard. Juste une petite précision, on n'est pas banque, hein, on peut pas utiliser ce terme aujourd'hui, on n'a pas la licence bancaire qui nous permettrait d'utiliser ce terme. Même le terme néobanque aujourd'hui est un peu controversé parmi les régulateurs. Donc non, aujourd'hui on a un intermédiaire financier, notre vision à terme c'est de le devenir. Pour le moment on a un intermédiaire financier et on essaye de résoudre les problèmes que tu viens d'évoquer. Et comment, à 39 ans, on peut être à la tête d'un intermédiaire financier blockchain? C'est-à-dire, d'où est-ce que tu viens? Comment t'as démarré? Ouais. Alors moi, j'ai commencé ma carrière, en fait, peut-être un petit peu en amont. Moi, j'ai un ADN d'ingénieur. Moi, j'ai étudié à l'école Polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse, les systèmes de communication avec une dominante en sécurité informatique. Donc ça, c'est vraiment mon ADN. C'est ce que j'aime. Je suis geek. Mais c'est vrai que en quittant le PFL, j'ai jamais travaillé en qualité d'ingénieur. J'ai toujours travaillé dans la finance et notamment dans le trading de matières premières et de devises. Et c'est vrai que combien de temps trader? J'ai fait à peu près 4 ans et demi, quelque chose comme ça. Ouais. À peu près 4 ans et demi. Donc j'ai commencé, tout d'abord, c'était marrant parce que, évidemment, c'était tout début de ma carrière. Donc moi, je sortais de l'EPFL, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, je savais ce que je voulais pas faire, mais voilà. Et j'appelle mon père, j'en discute avec lui, et puis mon père il me dit oui, mais tu comprends, aujourd'hui l'avenir c'est soit l'énergie, soit l'écologie, soit ça. Dans les pays, il faut que tu regardes l'Asie. Enfin voilà, il commençait un peu m'aiguiller comme ça. Et puis d'un coup, j'ai trouvé cette société à Genève qui faisait du trading d'énergie, qui était une société hollandaise. Et je me suis dit c'est là que je veux travailler. Et puis il y avait des superstars, il y avait plein de choses comme ça qui m'émoustillaient un petit peu. Et donc j'ai tout fait pour aller travailler là-bas. Donc je suis allé, donc je me suis présenté. On m'a dit désolé, nous on cherche des profils de financiers, pas d'ingénieurs. Alors du coup j'ai vu qu'ils ouvraient une position de ce qu'ils appelaient les trainee programs. Donc c'est des choses où on te fait une rotation tous les 6 mois. Tu sais, d'un desk à un autre, qui te forme un peu à des choses de dirigeant. Je trouvais ça super sympa. Alors j'ai postulé. Et puis j'ai reçu une semaine après une réponse négative en me disant désolé, on cherche un profil financier. Donc j'étais pas très content, mais j'ai insisté. Donc j'ai renvoyé une lettre en demandant moi je suis vraiment intéressé à venir bosser chez vous. Et ils m'ont dit non, désolé, on n'a pas de position ouverte, on vous contactera éventuellement. J'ai insisté, j'ai dit non mais donnez-moi une position de stage. Et là ils m'ont dit non, mais on t'a déjà dit non. Il faut partir, monsieur. Faut partir. On va appeler la sécurité. Donc j'ai pas tout de suite fait ça. Donc une semaine après, je suis allé physiquement au bureau, à la réception. J'ai demandé à la réception, la dame avec qui je discutais par email des ressources humaines, qui est descendue puis qui m'a regardé avec des grands yeux, presque hallucinés. Mais on t'a déjà dit non. Et puis j'ai dit mais je suis vraiment motivé, la preuve. Donnez-moi un stage, ne me payez pas, vous allez voir dans 6 mois je serai indispensable. Elle me regarde, et bon, voilà, elle remonte. Et en fait, effectivement, ils ouvraient deux positions de stage à ce moment-là.
Donc quelques semaines après, je démarrais. Voilà, on m'a offert d'ailleurs, enfin les deux positions, j'ai pu choisir. Je suis allé sur le trading floor en tant que assistant trader. Et puis c'était un petit peu le début de cette carrière qui a été d'ailleurs très formatrice pour moi. Ouais. Donc là, c'était trading pur et dur, quoi. Ouais, à la journée, closing le soir. Trade floor avec plusieurs entités. Donc, comme on était sur une boîte qui avait ce qu'on appelle des assets, donc ils avaient des centrales, ils avaient des caves où ils stockaient du gaz, etc. Donc c'était assez rigolo. Et donc il y avait la partie vraiment gestion des assets sur le trading. Et puis il y avait la partie plus ce qu'on appelle proprietary trading. Donc là, c'est vraiment on engage les fonds de l'institution pour gagner de l'argent sur les marchés. Donc ça, c'est un peu le prestige, hein, c'est un peu le desk de prestige. Et moi, j'ai bougé un peu parmi tous ces desks-là, parmi les desks quant, le desk trading asset et les desks prop. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une sacrée révélation parce que je suis arrivé en tant qu'ingénieur avec cet ADN d'ingénieur. On a envie de démystifier ce que c'est que le trading. Ça a l'air super mystique. Et puis, quand on commence à discuter un peu avec les gens, on est vite un petit peu déçu parce qu'on se rend compte que même les superstars, elles se posent assez peu de questions sur leur métier. Quand on commence à demander, c'est quoi l'argent? Pourquoi ça porte un taux d'intérêt? Pourquoi ce taux d'intérêt est finalement dicté par un planificateur central, qu'on appelle la banque centrale, et pas par le marché, comme tout le reste? Finalement, on se rend compte que les gens n'ont pas eu ces réflexions. Quand on leur dit qu'est-ce que l'argent, leur réponse de base, c'est c'est un moyen d'échange. Mais ils oublient l'autre partie de la réponse. C'est aussi un moyen de faire de l'épargne. Et donc finalement toute cette idée de l'inflation, de comprendre comment elle est compensée, qui en profite, quelles sont les inefficiences de marché, en fait on se rend compte réellement qu'il y a peu de gens qui se posent toutes ces questions, que le trader il comprend même pas spécialement qu'il est en train de trader sur une ligne de crédit et pas sur l'argent de l'institution. Donc voilà, encore une fois, l'argent s'il est à zéro, si le loyer de l'argent est de zéro, on le prend et on le met quelque part, quoi. C'est vrai que moi j'ai commencé ma carrière en 2007-2008, pile poil au moment de la crise, et ça a été phénoménal de voir justement l'allocation de cette nouvelle argent gratuit qui est arrivé sur les marchés et comment est-ce qu'il a été alloué, sur quoi, essentiellement d'ailleurs sur les matières premières et l'énergie à l'époque. Et c'est vrai que c'était fascinant et ça m'a forgé beaucoup de caractère sur des lectures un peu, on va dire, libertariennes. Moi, je suis très proche de l'école autrichienne d'économie, c'est des choses qui m'animent beaucoup. Et c'est un peu à partir de là, effectivement, que l'idée de faire une institution un peu différente est née. C'est resté une petite graine qui était dans l'arrière du cerveau. Et puis tout a réellement commencé quand j'ai découvert Bitcoin en 2012. Ouais. Ça a été vraiment là. Alors c'était à quelle époque t'as fait le trader? Quelle année? C'était ça, en fait, 2008 à 2013. 2008-2013, ouais, d'accord. 2008, 2012 et demi, 2013. Et donc tu sortais de la fac, j'imagine? Moi, c'était mon premier boulot. C'était voilà. mon tout premier boulot quand je suis sorti de l'Uni, quand je suis sorti de l'EPFL. Et voilà, c'était super formateur. J'ai fait plein de rencontres, évidemment. Donc à ce moment-là, j'avais un ami qui me proposait d'aller monter une boîte de courtage. Donc là, pour le coup, passer de l'autre côté, pas sur le trading, mais sur le courtage, mais qui était financé par quelqu'un qui, lui, avait un flux sur les commodités entre la Chine, enfin, entre l'Ukraine et la Chine. Donc les matières premières. Voilà. Et donc, on a monté ça, ce qui m'a dégagé beaucoup de temps à ce moment-là, parce que c'était pas un job très, très cannibalisant en termes de temps. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai pu découvrir Bitcoin, j'ai eu du temps, en fait, tout simplement. En étant trader? Mais justement, j'étais plus trader, j'étais passé de l'autre côté, en fait. J'avais quitté pour monter cette boîte de courtage. D'accord, ouais. Et donc on était payé bien pour. Et puis encore une fois, la boîte marchait vraiment bien, il y avait du flux qui passait, et donc ça nous dégageait beaucoup de temps. Et donc c'est vrai que c'est à ce moment-là où les idées ont commencé un petit peu à germer. Mais c'est juste des idées à ce moment-là, parce que quitter une situation de vie correcte, avec un bon salaire, voilà, un joli plan. T'es en Suisse à l'époque et t'es payé comme un bon cadre, quoi. Voilà. Donc ça va. Difficile forcément de se dire tiens je quitte tout. En plus en Suisse quand on veut se lancer en tant qu'entrepreneur on n'a pas le droit au chômage, on n'a le droit à rien, donc il faut faire ses provisions avant quoi. Hein, donc c'était aussi un peu ça, mais finalement en fait petit à petit comme ça a dégagé du temps, j'ai eu du temps pour faire des PowerPoint, pour faire des documents, des business plans, des choses, réfléchir, essayer de tweaker, etc. Et puis tout ça a traîné jusque peut-être 2016, 2017. Je pense que là où ça a vraiment démarré pour moi, c'est en 2016 où je me suis dit, là, c'est le moment pour moi. Donc, j'ai tout quitté pour me concentrer vraiment dessus. Pendant 4 ans, quoi. T'as été entre les deux. Parce que, il faut bien comprendre qu'en 2012, Bitcoin, c'était une claque. Pour moi, c'était une révélation. Mais au-delà d'une révélation, personne n'y mettait 100 000 francs dedans, quoi. Ça existait pas. C'était impensable à l'époque. Qu'est-ce qui a été à la révélation?
Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit ce truc est génial? Parce que j'étais dans ce questionnement de qu'est-ce que l'argent. Et dans ce questionnement de qu'est-ce que l'argent, effectivement, si on remonte l'histoire, c'est vrai que on regarde sur 2000 ans d'histoire, on a eu l'or qui a dominé sur quasi la totalité de la planète, les échanges monétaires, parce que les gens n'avaient tout simplement pas confiance dans qui que ce soit pour battre monnaie. Donc, on voulait quelque chose qui n'était indépendant des États, suffisamment rare, et puis évidemment divisible et inaliénable dans le temps, parce qu'évidemment qu'un métal qui s'oxyde, c'est un peu dommage pour faire de l'épargne. Et c'est vrai que on regarde cette expérimentation de ce qu'on appelle les monnaies fiduciaires depuis 40 ans, on se dit ça marche, ça a l'air de marcher. Finalement, c'est basé sur quoi? Sur la confiance qu'on y accorde, de cette valeur intrinsèque du papier, hein, c'est-à-dire on regarde la valeur faciale, on se dit ça vaut un pouvoir d'achat d'autant. Mais en réalité, cette monnaie n'a de valeur que le papier sur lequel il est imprimé. En fait, il y a cette confiance additionnelle qu'on y donne, mais ça n'a pas de valeur intrinsèque. Donc finalement, quand le Bitcoin arrive, la valeur, elle est appuyée sur la confiance que tu as dans son émetteur. Exactement. Donc c'est Christine là qui signe les bifetons en euros. Oui. Je sais pas qui les signe en Suisse, mais voilà, c'est. Mais ça n'a pas de valeur intrinsèque, ça n'a pas de valeur artistique ou de valeur. Donc à tous les niveaux, c'est juste une confiance qu'on y accorde. Et d'ailleurs, on le voit dans les cycles d'impression monétaire, en fonction de où l'argent circule, les inflations sont un petit peu différentes. Et c'est vrai que quand on voit Bitcoin arriver, c'est un animal qui d'un coup est en train de mimiquer l'or. Finalement cette espèce de relique barbare, mais qui a servi de monnaie pendant quasiment 2000 ans d'histoire, et qui mimique l'or dans son fonctionnement, avec un supply fini, ce qu'ils appellent du minage, mais surtout avec une grande transparence, une distributabilité, très facile. Mais surtout derrière, c'est comment est-ce qu'on apporte cette confiance sans ce tiers de confiance. Et c'est vrai que quand on découvre Bitcoin pour la première fois et qu'on se rend compte qu'on peut échanger de la valeur sans avoir affaire à un tiers de confiance pour nous onboarder, pour nous faire remplir un compte ou voilà, ça change tout. Et moi, je me souviens les premières conférences que je faisais sur la place de Genève où j'allais très fièrement dans les banques expliquer Bitcoin, je faisais faire mes petits PowerPoint, voilà, j'arrivais devant 50 banquiers. Puis évidemment, au début, les gens rigolent un petit peu. Mais juste après, quand on leur dit, maintenant, scanner le QR, télécharger une app, donc c'est juste un wallet, demander la permission à personne pour télécharger ce wallet, on passe dans les rangs et on envoie 5 francs, 10 francs à chacun, en passant pour leur montrer, voilà comment ça marche. Et là, on vient d'échanger de la valeur, sans que vous soyez partie prenante du deal. Et ça change toute leur perception. Parce que d'un coup, le banquier, il se rend compte qu'effectivement, potentiellement, il va se faire virer par la technologie. Il devient irrelevant puisqu'on a de la monnaie programmable. Et là, ça devient fou. Et là, ça devient fou parce que il y a pas de tiers de confiance. C'est des maths qui enforce la cryptographie, qui enforce le trust entre les users peer-to-peer. Donc, qui assure. Qui assure, hein. Et ça devient, vraiment, quand on prend ce recul là-dessus, ça devient fou. Après, il y a toute la notion des smart contracts qui vient par la suite, mais déjà, cette partie-là, vraiment, c'est la première brique, cette pierre angulaire, finalement, qui a permis de construire tout ce nouvel écosystème crypto, c'est ça, c'est la blockchain. C'est avoir un réseau qui n'est détenu par personne et qui appartient à tout le monde, qui est un grand livre des comptes ouvert, consultable par n'importe qui. Et une fois qu'on a inscrit quelque chose dedans, c'est immuable. On pourra jamais revenir en arrière et l'effacer. C'est fou. Et ça, qu'est-ce que ça signifie pour toi en tant que... Alors là, on est en 2015. Tu dois quoi, avoir 28 ans, 29 ans? Bah non, même pas. Non, puisque j'en ai 39, donc... je suis fatigué, moi. Ouais, non. 39, non, t'as 35 ans plutôt. Ouais. Chose comme ça. Qu'est-ce que ça signifie dans ta tête? Tu te dis, le monde va changer, on réinvente Internet, qu'est-ce qui tu... Exactement. Donc, déjà, on est une monnaie nativement digitale. Donc ça, c'est fou. Effectivement, en 2015-2016, on voit que ça mature. On voit que l'écosystème mature. C'est-à-dire qu'au départ, en 2012-2013, on voit plutôt des utilisateurs de type un peu ce qu'on appelle les cypherpunks. Donc c'est plutôt des crypto-anarchistes, des gens qui sont pro-open source, qui veulent vraiment avoir de la connaissance qui s'empile et pas des murs qui les protègent avec des patents, tout ce genre de choses. Et c'est vrai que là, des brevets, voilà. Et c'est vrai que à ce moment-là, on se dit c'est quand même limité à une catégorie de users un peu particulier. Après, on voit dériver ça sur le darknet. On commence à voir des gens qui utilisent ça parce qu'ils se disent ah là j'ai une monnaie digitale anonyme. Alors c'est pas anonyme, donc on appelle ça pseudonyme.
Mais le livre des comptes, lui, il est ouvert et transparent. Donc, c'est probablement la moins bonne des monnaies, d'ailleurs, à utiliser sur on peut Darknet. mixer des bitcoins, on peut les anonymiser. Voilà. Après, au-delà de les mixer, il y a aussi tout le... C'est bien que quand tu vas sur Kraken, par exemple, tu fais un dépôt et tu fais un retrait, c'est pas les mêmes bitcoins. Donc, tu casses quelque part le cycle de visibilité sur le livre des comptes, puisque tu l'as déposé chez un custodian qui l'a mélangé avec d'autres. Mais tu as un tiers quand même qui normalement est censé avoir pris ton identité, etc. Donc globalement, il y a eu d'autres choses qui sont nées après pour résoudre ce problème, mais Bitcoin n'est plus utilisé aujourd'hui pour ce genre c'est marrant, les exchanges, j'avais jamais vu ça comme des mixeurs. Bah oui. Non, mais c'est bon, c'est rigolo. Donc en fait, ouais. C'est pour ça que le KYC, enfin l'identification des clients, c'est clé, quoi. Exact. Parce que sinon, tu anonymises des bitcoins quand tu vas sur un exchange. C'est tout à fait le cas. Ouais. Mais beaucoup aujourd'hui te le permettent encore, hein, parce que souvent ils essaient un peu de jouer sur la loi en disant du côté devise fiduciaire, je prends bien le KYC comme il faut selon la règle, etc. Puis du côté crypto, typiquement suivant où on se trouve, typiquement Hong Kong va dire nous la crypto pour nous c'est pas de la finance, donc c'est comme un timbre digital ou j'en sais rien, mais enfin ça nous concerne pas, faites ce que vous voulez. Oui, il y a pas de KYC pour acheter un paquet de cigarettes. Et donc là, tant que les gens restent sur du crypto to crypto, il y a assez peu de know your customer ou de lois sur le blanchiment d'argent ou ce genre de choses qui sont très dans ces pays-là et dans ces zones-là, la manière dont c'est régulé là-bas. Donc ça, tu te dis, on est en train de vivre une révolution. Est-ce que tu fais le parallèle avec Internet ? Ça va être une brique essentielle, effectivement, du réseau digital dans lequel l'humain est en train d'évoluer. Et là, tu te dis quoi ? Je veux en être ? Oui, c'est évident. Qu'est-ce qui fait évident, mais moi je veux être un acteur de ça. Je veux être. Oui, et pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que tu te dis pas bon, allez, je vais me trouver un boulot dans le Bitcoin et puis je vais m'éclater à faire voilà. Bah, en fait, pourquoi te dire putain, je vais devenir patron, je vais aller chercher une équipe là, on va faire et je vais créer un truc moi. Alors déjà, c'est pas patron, tu leads quelque chose, c'est-à-dire que tu donnes une impulsion, tu motives des gens qui partagent une vision et on avance tous ensemble. Donc effectivement, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc. Mais la première raison pour laquelle tu te lances là-dedans, c'est parce que toi, tu as eu des frustrations quand tu étais employé, parce que tu te rends compte qu'il y a des choses qui devraient fonctionner différemment ou qui pourraient fonctionner différemment, et puis qu'il y a un certain système legacy qui impose qu'on réplique les modèles du passé, y compris sous la forme digitale. On va vouloir répliquer le modèle du fax. Oui, mais c'est vraiment ça. C'est moi, juste pour te donner un exemple, quand tu trades, quand t'es trader, donc tu trades avec un levier puisque tu trades à crédit, mais ce que tu trades, ce sont des contrats. T'es tout le temps en train d'échanger des contrats, de gré à gré ou sur une bourse, peu importe, mais que ce soit des futurs, que ce soit etc., peu importe, ce que tu trades, ce sont des contrats. Et en fait, tu te rends compte de l'inefficience de tout le bazar. Parce que moi, mon contrat, je le lis en tant que trader, puisqu'il y a un vrai contrat derrière. En fait, très peu de traders le lisent, mais il y a un vrai contrat derrière. Et puis, une fois que tu as booké ton trade avec ta contrepartie, toi, tu le rentres dans ton système. Et puis, lui, il le rentre dans son système. C'est ce qu'on appelle les core banking systems. Sauf que chacun a modélisé le contrat dans son core banking d'une façon qui n'est pas la même que l'autre. Oui, donc tout ça, il faut le réconcilier. Pas très interopérable, ouais. Voilà. Donc tout ça, il faut le réconcilier. Donc après, tu as un middle office et un back office. Donc le middle office, back office, eux, ils vont checker, ils vont envoyer une confirmation à la contrepartie t'envoie une confirmation, eux, ils regardent est-ce que c'est le même deal, est-ce que c'est bon, ça match, je confirme. La plupart du temps, non, il faut réconcilier. Et donc en fait, c'est pour ça que ça met 2 jours à s'ételer, c'est pour ça que tous ces trucs-là sont extrêmement compliqués, parce que tout simplement, chaque institution a son ledger, son livre des comptes, sa manière de modéliser les contrats, et tout ça doit être réconcilié en permanence. Et maintenant, l'étape d'après avec la blockchain, c'est d'avoir un livre des comptes commun, une modélisation sur laquelle les gens se mettent d'accord, c'est-à-dire tel contrat, on le modélise sous une forme de smart contract de telle façon, et à ce moment-là, tu peux avoir un trade et un settlement qui arrivent en même temps, ou pas. Tu peux aussi dire, moi je veux du netting parmi tous les participants, donc je veux un délai de 6 heures à la fin de la journée pour avoir les détails de paiement de chacun qui doit quoi à qui. Et finalement, tu peux tout automatiser sous cette forme de smart contract. Et ça devient vraiment fou parce que le cycle de vie devient... Et tu peux... En fait, ça va plus loin. C'est que tu mutualises les ressources de back-office. Standard. Tu mutualises les ressources de back-office qui est aujourd'hui... Il n'y a pas d'autres opportunités pour les banques. Les banques ne peuvent plus augmenter les marges. Les banques, elles doivent réduire les coûts. Et aujourd'hui, les coûts opérationnels sont fous. Encore une fois, je te dis, pour un siège de trader, qui est le centre de profit, tu vas avoir 10 centres de coûts. Middle office, back office, risk reporting, settlement, netting, confirmation, réconciliation. Tout ça existe à cause de ces inefficiences et de la manière dont on a répliqué tout ça. Donc évidemment, sur les plateformes centralisées, ça a l'air plus simple, mais tu le payes en contrepartie à la plateforme centralisée, etc.
Et ça, c'est ce que tu te dis en 2015, tu te dis, oh là là, tout ça, je peux l'automatiser avec des smart contracts. Ouais. Exactement. Et c'est l'idée de base de Mon Alors Pèlerin. déjà, moi j'ai une philosophie derrière. Hein. Ma société s'appelle Mon Pèlerin. D'ailleurs, on en a d'autres sociétés fintech. Ah, pourquoi Mon Pèlerin? Justement, Mon Pèlerin, c'est un petit mont en Suisse, à côté de Vevey, qui est très connu on va dire des Autrichiens, ou en tout cas de l'école autrichienne d'économie, parce que ce petit mont, il a accueilli après la Deuxième Guerre mondiale un des tout premiers think tanks au monde, hein, donc une société de penseurs, qui s'appelait la Société du Mont Pèlerin, qui était essentiellement composée d'économistes, mais pas que. Il y avait des philosophes, des journalistes, etc. Et qui était vraiment pour essayer de promouvoir des idées de liberté à tous les niveaux. Hein, liberté économique, liberté de la presse, liberté d'expression, liberté d'entreprendre, et d'essayer de promouvoir le modèle suisse en dehors de la Suisse, c'est-à-dire un modèle décentralisé, un modèle sur lequel le pouvoir n'existe pas ou très peu, c'est-à-dire que chaque élu à son étage a très peu de pouvoir, donc très peu corruptible, et surtout, il est esclave du peuple. C'est pas le roi du peuple, hein, c'est-à-dire que l'élu, il est là pour exécuter la volonté du peuple et pas l'inverse. Le peuple vote, le peuple est souverain, le peuple vote pour des lois, c'est pas les élus, c'est les peuples qui votent pour les lois, et celui qui nous représente est là pour exécuter la volonté populaire et pas l'inverse. C'est la base du libéralisme, quoi. Oui, et puis surtout d'avoir un État qui soit en phase avec ses citoyens, du coup, puisque finalement, on connaît même pas nos politiciens, on n'a pas besoin vraiment de les connaître, ils sont là pour exécuter encore une fois la volonté du peuple de manière très proche. Hein. C'est aussi très important d'avoir une décentralisation, c'est-à-dire que le pouvoir le plus fort, c'est celui de ta ville, puisque c'est là où tu vis. C'est là où tu vas avoir des rues propres, un bel éclairage, des belles écoles. Ensuite, le pouvoir un peu moins fort, mais quand même puissant, c'est celui du canton, puisque il régit évidemment les routes entre les villes dans lesquelles tu habites. Et puis, le pouvoir le plus faible, c'est celui de la confédération, tout en haut, c'est-à-dire on va régir par exemple la défense collective, hein, protéger nos frontières ou des choses vraiment de grands enjeux ou de grandes infrastructures du pays, mais ça se limite à ça. Aucune décision éducative ne va être prise à Berne en Suisse. Et d'ailleurs, il n'y a pas de ministère de l'éducation. Non, puisque c'est une prérogative des cantons. C'est les cantons qui organisent. D'ailleurs, chaque canton va pouvoir changer son programme en fonction de ses sensibilités. Il y a des grosses différences entre cantons sur l'école. C'est assez impressionnant. Ouais. Les programmes sont pas les mêmes. D'ailleurs, jusqu'à l'année dernière, je crois, en fonction des cantons, tu passes pas ton bac au même âge. Il y avait même pas il y a des différences de... C'est très juste, et parfois ça semble injuste parce que quelqu'un qui déménage du canton de Vaud vers le canton de Genève, il est possible que l'enfant puisse, ou dans l'autre sens, je sais pas, mais qu'il doive redoubler une classe parce qu'il est pas à niveau, parce que, effectivement. Ouais. Ah ouais. Mais c'est pas mal vu de redoubler une classe en Suisse non plus, c'est pas un vrai sujet, puisque déjà d'une, il y a finalement peu d'élèves qui vont jusqu'à ce qu'en France on appelle le bac, donc ce qu'on appelle chez nous la maturité. Et c'est 30%, quoi. C'est pas 80 ou 90% des gens qui vont jusque là. Et c'est très bien vu justement parce que toute cette idée de l'apprentissage, que les gens puissent faire partie de la force vive de la société dès l'âge de 16 ans, c'est quelque chose qui est très bien vu en Suisse. C'est pour ça d'ailleurs que les métiers manuels sont très bien payés aussi. Oui, c'est une grosse différence, c'est que les métiers manuels en France, c'est une voie de garage à l'école. On t'envoie en CAP, BEP quand t'as tout raté, entre guillemets. On dit, t'es trop con, tu feras boulanger. Alors que, ce qui est une honte, hein, voilà. Ouais, alors qu'en Suisse, c'est, trouve-toi un job, il y a boulanger, maçon, menuisier, hein. Et puis si jamais les bouquins, ça te plaît, oui, bon, d'accord, il y en a, ils font, mais surtout que tu peux à tout moment. Et après, il y a des passerelles. Voilà. Ouais. Et c'est ça qui est fou, c'est que si tu regardes aujourd'hui le président de la Confédération en Suisse, c'est quelqu'un qui a fait un apprentissage. C'est pas quelqu'un qui a fait voilà. Et en fait, si on regarde même à l'UBS, a été les leaders de l'UBS historiquement sont tous issus de l'apprentissage de UBS. C'est des gens qui ont commencé leur carrière à UBS tout en bas à 16 ans et qui ont gravi les échelons pour arriver patron, directeur général d'une des plus grandes banques du monde. Et à chaque fois, c'est des choses qui sont très valorisées en Suisse parce que on valorise l'apprentissage de terrain, on valorise la connaissance et le savoir, parce que quelqu'un qui est parachuté tout en haut mais qui a jamais connu les métiers du bas quelque part, il pourra pas faire un bon patron, il pourra pas bien connaître. Ça c'est une spécialité française. Tu fais ENA. Donc l'ENA, t'as jamais vu un marteau de ta vie ou t'as jamais, voilà. Et une fois que t'as ton diplôme, t'es fonctionnaire pendant quelques temps et après, hop, tu vas pantoufler dans le privé. T'es nommé grand chef de je ne sais quelle boîte privée pour lesquelles t'as rendu service quand même pendant que t'étais fonctionnaire, quoi.
Non, mais après, voilà, donc, chacun a des qualités à amener, hein, ouais, à chaque étage, donc. Oui, pas de problème. Mais bon, quand t'en as pas, on peut. Quand t'as pas de qualité en France, on peut quand même te mettre patron, quoi. Okay. Et du coup, toi, tu te dis ah bah génial, j'ai vu un tas d'inefficiences dans la banque. Enfin, dans la banque, oui, dans la banque et dans le trading. Et du coup, en fait, tout ça, je peux le blockchainiser. Ouais. Et pourquoi faire? Alors ça va un cran plus loin que juste blockchainiser. Blockchainiser, donc cette idée smart contractiser. Oui, mais l'idée finalement de la blockchain, elle est très puissante. C'est vraiment nous notre idée, c'est de dire on veut créer une institution qui soit basée sur 3 piliers philosophiquement forts. C'est full réserve. On veut pas à aucun moment utiliser tes dépôts pour te faire prendre du risque et pour notre profit. Donc ça veut dire que si 100% des clients à tout moment veulent leur argent, on sera toujours capable de le rendre parce qu'on n'est pas investi sur les marchés, on n'a pas d'effet de levier sur les dépôts, on n'est pas finalement en train de gambler avec ton argent pour notre propre profit. Deuxième pilier fondamental, c'est marketplace. C'est comment on gagne de l'argent du coup si on fait pas de crédit au bilan comme toutes les banques. Bah nous, on est plutôt commission based que credit based en termes de modèle d'affaires. Faut expliquer en fait credit based, c'est-à-dire que tu gagnes de l'argent en faisant des prêts aux gens qui te payent un différentiel sur le taux d'intérêt que tu gardes. Exactement. Et commission based, donc basé sur les commissions, ça veut dire que tu factures des trucs, des services. Voilà, des services à valeur ajoutée. Et c'est exactement le point, c'est de dire du conseil, des produits, voilà, des produits, de dire bah sur une marketplace on peut agréger. Finalement aujourd'hui, si t'es client de UBS ou même de BNP, on va te proposer des produits UBS ou des produits BNP. Finalement, nous notre idée c'est de dire on va pas forcément nous vouloir faire et proposer que nos produits, des fonds d'investissement. On fait un marketplace sur lequel on va pouvoir agréger l'ensemble des produits du marché. Et puis à toi de choisir celui qui remplit le mieux ton besoin, qui est le plus adapté à ce que tu recherches, etc. Et tu prends une commission à la transaction. Et nous, on est commissionné sur ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment le point du modèle d'affaires. Et puis le troisième pilier qui lui est technologique, c'est qu'évidemment nous, on veut avoir le bilan de l'institution en temps réel sur la blockchain en entier. Et c'est ça qui est assez fascinant parce que finalement sur un bilan bancaire, t'as l'actif et le passif. Le passif, c'est les dépôts de la clientèle, pour faire simple. D'un côté, tu vas avoir les dépôts de la clientèle, c'est qu'est-ce que la banque doit aux déposants. Et de l'autre côté, tu as la colonne active qui va être essentiellement les prêts qu'elle va émettre de l'autre côté, l'hypothèque en grande partie, puisque c'est à peu près le rôle des banques commerciales. Et finalement, tout ça, on peut le représenter sous cette forme de token. Ton dépôt, finalement, ton dépôt, au moment où tu déposes des euros à la banque, elle peut émettre un token euro, qui est une représentation de l'euro qui est réellement en réserve auprès de la banque, mais qui, lui, est finalement circulable et distribuable, interopérable sur la blockchain avec la token économie, avec la decentralized finance, la DeFi, etc., etc. Mais ça, à la limite, c'est la partie la plus simple. Pourquoi blockchain et pourquoi pas une simple base de données centralisée? C'est une très bonne question. C'est une super question que tu poses. Juste avant de répondre à ça, je voudrais passer à la partie active parce que c'est là où c'est le plus fascinant. C'est que sur la partie actif, tu as finalement les contrats, parce que tous les actifs bancaires sont des contrats. Et donc, tu peux les smart contractiser, comme tu dis, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux coder les règles du contrat pour qu'ils s'auto-enforce, pour que les règles s'appliquent automatiquement par script et plus par un humain. Et ça, c'est assez puissant. Code is law, quoi. Le code devient la loi qu'on est obligé de respecter parce que de toute façon, c'est programmé comme ça. Exactement. Et donc, du coup, tous ces actifs, ils peuvent être représentés par des tokens. Donc, ça devient beaucoup plus liquide et transférable, ce qui veut dire que tu peux avoir institution A qui le possède au jour 1, institution B qui le possède au jour 2, collectivement la foule qui le possède par fraction de 5 euros, etc., etc., y compris ton hypothèque à toi. Tu peux imaginer remettre ton hypothèque dans des produits plus complexe, donc tu peux faire un produit où tu vas mettre des milliers d'hypothèques ensemble, faire des tranches, exactement ce qu'on sait faire aujourd'hui, mais sous cette forme transparente, puisque chacun des sous-jacents, lui, est lui-même déjà un smart contract qui est lié à un vrai contrat. Il n'y a plus d'asymétrie de l'information sur le marché, puisque le dernier à l'avoir acheté, il a l'information totale de comment est le produit et de quoi il est composé. Les cash flows sont automatiquement payés en fonction de qui est le owner de ce contrat. Est-ce que c'est plein de personnes? Est-ce que c'est une institution? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Et donc, c'est fascinant, finalement, tout ce qu'on peut faire. Et donc, ta question de tout à l'heure, c'est pourquoi la blockchain? C'est une très bonne question, puisqu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses qui veulent aller sur la blockchain et on se demande un peu pourquoi. Pour lever des fonds, pardi. Voilà. Non, mais c'est un bon point. Mais nous, c'était pas du tout la raison fondamentale. Mais effectivement, la blockchain ne répond pas à tous les problèmes. La blockchain crée un environnement de confiance sans avoir besoin d'un tiers de confiance. Donc, pourquoi nous, en tant qu'institution qui représenterait finalement un tiers de confiance, on utiliserait ce réseau-là? Le point fondamental, c'est l'interopérabilité. Parce que clairement, aujourd'hui, la blockchain, pour des produits financiers traditionnels,
va pas résoudre ce problème de trust ou de confiance, puisque de toute façon, ces produits, ils sont tradis, ils ont une forme tradie, et on peut les incorporer dans une forme token. Mais ça change pas le fait que la forme tradie existe. Donc ça, va pas, c'est pas comme Bitcoin. Bitcoin est nativement digital. Bitcoin, c'est vraiment une nouvelle classe d'actifs. Mais quand tu prends une action et que tu l'incorpores dans un token, bah, c'est un token, c'est un véhicule numérique programmable, mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans, le sous-jacent, c'est l'action. L'action, elle est ensuite distribuable de telle façon ou de telle façon selon les règles de tel ou tel pays. Et ça, c'est complètement différent du côté digital native de Bitcoin. Ce qui rend vraiment Bitcoin une nouvelle classe d'actifs. Donc, pourquoi utiliser la blockchain? Bah, aujourd'hui, la seule raison, réellement, c'est pas pour être trustless. C'est pas possible dans cet environnement-là, mais c'est pour être interopérable. Parce que finalement, une fois que tu es interopérable avec la token économie, tu ouvres la porte à tous les services de la DeFi, donc de la finance décentralisée, des protocoles de crédit lombard, des protocoles d'échange de manière décentralisée, etc., etc. Et en plus, comme tout ça est accrétif, ça veut dire que chacun vient nourrir l'autre. C'est ça qui est assez fabuleux dans cet écosystème. Ça veut dire que nous, en faisant ça, quelque part, on bénéficie d'un développement gratuit, puisqu'en fait, notre écosystème s'enrichit nativement, puisqu'il est open source, ouvert, il y a plein de nouveaux protocoles qui naissent, et nous, en étant connectés à ça, en fait, on enrichit notre offre pour le client. Et c'est pour ça qu'on avait fait une vidéo avec Bastien Teinturier qui expliquait que Bitcoin, c'est Linux. En fait, c'est l'interopérabilité et la blockchain et les smart contracts, en fait, un des intérêts, c'est que tout le monde se mette d'accord parce que la plus grosse blockchain, on l'utilise et voilà, et ça force tout le monde à se mettre d'accord, quoi. Très juste, ouais. Donc là, tu te dis, waouh, dans la tête, c'est le feu d'artifice, et avec ça, je vais conquérir la planète. Comment tu transformes cette idée en entreprise? Comment tu passes en disant, bon, alors maintenant, il va falloir que je trouve un client. Je vais expliquer à un banquier qu'on va lui blockchainiser sa banque. Ça a été long, en fait. Le process a été long parce que d'abord, on évolue dans un milieu qui est pas celui de la tech pure, c'est celui de la fintech. Et comme il y a le mot fin devant, ça veut dire ultra régulé. Ça veut dire des contraintes, ça veut dire bien comprendre chaque étape, ça veut dire savoir rassurer un régulateur, ça veut dire finalement plein de choses. Et c'est vrai que c'est assez important parce que nous, on voulait apporter quelque chose qui soit pas le Far West. On voulait faire un petit peu l'inverse de tout ce qui existait. On voulait apporter quelque chose de bien structuré, régulé, qui apporte quelque part, en tant qu'institution, une certaine partie de confiance. Parce que généralement, dans ce milieu-là, c'est le quick and very dirty qui prévaut. Donc, en gros, on avance très vite, on fait, et ça bourre, et puis le régulateur suivra, quoi. Voilà, il y a tout. Sauf que quand on vient du monde de la finance, on vient aussi avec cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête qui s'appelle la prison. C'est-à-dire que effectivement, quand on s'appelle Uber, on peut faire du taxi sans licence. Bah au pire, on va payer des amendes avec l'argent des VC, avec l'argent des investisseurs, et puis on va faire plier la loi, on va faire changer la loi pour que ça fitte les nouveaux modes de consommation. Pareil quand on s'appelle Airbnb, on peut faire de l'hôtellerie sans avoir à avoir l'extincteur, les règles de je sais pas quoi, de sécurité, payer les taxes de. Alors maintenant effectivement ils s'y sont mis, ils sont arrivés, mais quand ils ont démarré, ils ont tous commencé dans la zone grise. Ils se sont institutionnalisés après avoir poussé au crime. Tous commencé dans la zone grise, et cette zone grise, ça veut dire surtout dit une zone à la base illégale, c'est-à-dire que c'était voilà, mais finalement, ça fait partie du jeu. Ça fait partie de l'évolution de la société et des nouveaux modes de vie des gens. Sauf que quand on fait la même chose en finance, la zone grise, ça veut dire casse-prison. Dans la plupart des pays du monde. Ça veut dire que tout ça est très très réglementé. Donc après, il y a eu effectivement dans la crypto beaucoup plus de zones grises qu'ailleurs parce que crypto égale nouvel animal égale régulateur. Aucune idée de ce que c'est. Certains ont même dit oulala, ça c'est pas de la finance, ça me concerne pas. Donc là, c'était open bar et c'est le cas encore aujourd'hui au Royaume-Uni. Il y a un sandbox, donc un bac à sable dans lequel on peut opérer de manière complètement libre parce que justement le régulateur va définir ça comme quelque chose qui est un animal différent de la finance tradie, donc il les laisse très libres. Et il y a vraiment des catastrophes du coup, ou alors non, alors justement c'est bien, c'est ce qu'on constate, c'est qu'il y a effectivement des abus, des catastrophes, des arnaques, il y a tout ça. Mais finalement c'est pas tant que ça. On aurait pu s'attendre. Alors il y a des vagues. On voit bien que quand il y a des gros marchés haussiers, on voit beaucoup d'arnaques pop-upées ou de projets un peu bancals, même s'ils viennent avec beaucoup de bienveillance initialement, ils ont pas forcément tout bien calibré dans leur offre, mais voilà, les gens sont dans il faut aller vite parce que c'est le moment, c'est tout de suite, il faut lever de l'argent, il faut ci, il faut ça, puis c'est devenu très basé sur il faut lever de l'argent. Mais globalement, on voit beaucoup de choses bien qui sortent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui meurent, mais ce qui survit
survit de manière très très propre, très carrée, avec des bonnes valeurs, avec une philosophie derrière qui est bonne. Donc ça, c'est plutôt très positif aujourd'hui. Et dans les pays où c'est régulé, en fait, il y a que des bonnes choses qui émergent, ou alors? Non, justement, il n'y a pas grand-chose qui émerge. En fait, fondamentalement, c'est un peu le fond du problème de la finance, c'est que autant on peut démarrer une app avec 10 000 euros, la bouche en cœur, 3 potes bien motivés, il n'y a pas de problème. Autant en finance, quand il faut aller chercher les régulations, qu'il faut payer les avocats, je ne sais combien, qu'il faut avoir les gros cabinets d'audit qui font l'audit prudentiel et comptable de la société. Enfin, et quand on met bout à bout tout ça, plus le fait qu'une fois qu'on a une organisation régulée, bah il faut qu'on ait un chef des risques, un chef légal, un chef machin, puis il faut que chacun ait son adjoint, parce que si lui il est malade, il faut qu'il y ait un remplaçant. Donc déjà ça crée un staff qui est assez important. Donc finalement le démarrage coûte très cher, la mise en œuvre et les coûts, c'est une sacrée barrière. Là où d'autres vont simplement pouvoir faire une DAO en étant anonyme et puis commencer à offrir. Donc il se passe rien, quoi. Quand tout est régulé, t'es sûr qu'il se passe rien, quoi. Là, il se passe des choses dans des pays où il y a des gens qui peuvent venir mettre des très gros tickets pour faire démarrer les choses, mais comme on voit en Suisse, il y a eu des banques digitales qui sont nées récemment, 2 en l'occurrence en Suisse alémanique. Le problème, c'est que finalement, elles ont dû lever des quantités d'argent phénoménales, hein, vraiment phénoménales. Les 2 ont levé plus de 80 millions aujourd'hui, parce que de toute façon il y a déjà le capital initial qu'il faut poser, qui est au minimum de 20, mais qui en général est plutôt 30. Ensuite il faut des coûts opérationnels délirants, et puis en plus surtout le régulateur a mis un entonnoir sur la clientèle qui pouvait targeter au début. Donc ça veut dire des institutionnels, des accrédités, pas de grand public, parce qu'ils ont très peur, hein. C'est le but du régulateur, c'est de protéger le retail, protéger le grand public. Et donc en fait, quand on discute avec eux, c'est marrant, ils nous disent bah ouais, on passe 90% de notre temps à faire du légal, puis s'il reste un peu, on fait du business, quoi. Et c'est vrai que c'est pas toujours la bonne façon de démarrer. Effectivement, aujourd'hui, quand on voit, ça permet pas de faire des Binance ou de faire ces grosses plateformes. Après Binance, effectivement, ils ont pu profiter de ce côté très pirate, hein. On n'existe nulle part, on est une société d'internet, pas de KYC jusqu'à 2 millions par mois ou des trucs fous comme ça. Mais ça leur a permis aussi d'avoir cette exponentialité de croissance. Et comment tu arrives alors à créer justement cette société dans le milieu suisse, donc très régulé et très cher? Parce que contrairement à ce qu'on dit, c'est très régulé la finance en Suisse. Ouais. c'est pas une blague, on se pointe pas avec des lingots comme ça, ça existe pas ça. Donc comment tu fais pour percer le... On suit les règles. Nous, on vient de ce métier, donc évidemment, on a aussi un discours envers le régulateur, hein, qui est plutôt très carré, très très maîtrisé dans les détails techniques de qu'est-ce qui les concerne eux en fait. Hein. Le principe, c'est que si tu vas voir un régulateur en disant voilà ce que je fais, qualifiez-moi, c'est pas vraiment son rôle. En revanche, si tu vas le voir en étant dans une attitude un petit peu différente où tu dis voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on a identifié qui pourrait être pour vous un point de questionnement, voilà comment on y répond, voilà les choses qu'on a mis en œuvre pour être compliant selon les règles existantes, voilà, on aime bien se présenter, on aime bien dire on est plus royaliste que le roi sur les questions de compliance, ça permet de rassurer, on met des procédures en œuvre qui sont très carrées. Là où on est fort, nous, c'est ça, hein, moi je suis ingénieur, c'est connecter des tuyaux, c'est automatiser des processus, c'est les rendre efficients, moins chers, plus rapides. Et quand on arrive à démontrer ça, finalement, on est dans un bon alignement avec le régulateur. Donc ça fonctionne, il n'y a pas vraiment de souci. Nous, aujourd'hui, on est intermédiaire financier, donc on n'est pas banque ou quoi que ce soit, mais ça nous permet vraiment de pouvoir processer toutes nos activités avec une banque partenaire et puis d'autres acteurs dans le monde qui nous permettent de faire du paiement. Comment tu te crées ton réseau en tant qu'entrepreneur dans le milieu bancaire, sachant que c'est quand même quelque chose d'assez fermé, comme tu vas pas rencontrer les patrons de grandes banques comme ça. Si. Non, c'est pas. Enfin, en tout cas, en Suisse, c'est pas un souci. Après, c'est sûr, faut pas juste aller voir en n'ayant rien à dire, quoi. Mais de mon constat, et je pense que ça revient à l'histoire que je te racontais un petit peu au début.
peu de gens mettent les pieds dans la porte en fait. Les gens ils osent pas. Les gens et moi je me souviens quand j'étais justement au tout début de ma carrière, j'étais encore assistant junior trader et puis à ce moment-là, j'ai voulu passer en risque parce que je me suis dit ouais, mais moi avec mon âme d'ingénieur, ça va m'intéresser en fait, c'est horrible ce qui se passe en risque dans les banques, c'est les bonhommes, ils font des spreadsheets Excel, ils appuient sur des boutons pour les générer, ils comprennent pas ce qu'ils génèrent, les chiffres n'ont aucun sens, c'est pas grave, on balance ça, donc c'est vraiment pas intéressant finalement. Donc je suis revenu très vite dans le trading. Et quand je suis revenu dans le trading, mon passage dans le risque, il y a un de mes collègues qui me dit mais comment t'as fait pour avoir le job? Puis je lui dis bah je suis allé le demander. Puis il me dit ouais mais moi mon boss il savait que je le voulais. Puis bah, s'il savait mais est-ce que t'es allé lui demander, est-ce que t'es allé lui proposer un plan, est-ce que t'es allé lui dire moi je pense que je suis bon pour ce job parce que je vais apporter ça, ça, ça et ça, parce que je vais faire ça, ça, ça et ça pour vous. Enfin, voilà, ça a été ma démarche et c'est pour ça que j'ai eu le job. Et aujourd'hui en fait c'est la même chose. En tant que dirigeant d'entreprise, quand je veux rencontrer des dirigeants de très grosses entreprises ou même de banques, la plupart du temps, les gens sont très enclins à nous rencontrer parce qu'on parle d'innovation, parce qu'on parle de choses qui les intéressent. Et donc, il n'y a aucun souci, mais il faut juste oser. Il faut juste y aller et puis demander une audience et en général, on le tient. Et puis, je sais pas si ce que t'en penses, mais est-ce qu'on peut dire globalement quand tu as une idée qui est nouvelle mais complémentaire de quelqu'un, tu lui proposes ton plan, et en général, c'est étonnant de voir qu'on obtient des oui, dans le sens où il dit bah si tu sais faire, fais. Exact. Tu vois, il y a quelque chose quand t'es salarié, tu proposes un truc et on va te dire bah c'est quoi tes diplômes et pourquoi et puis mais on fait pas comme ça. Enfin, je trouve qu'on te pose beaucoup plus de résistance, alors que quand tu viens en tant qu'entrepreneur avec un service ou un truc à vendre, bah quelque part c'est plus facile. Ouais. Bah, mais les gens te disent ah ça marche comme ça, là, je prends la chaise puis il y a une charnière donc c'est pliant. Ouais, OK, je t'en prends deux. Bah, tu vois, il y a on m'a jamais demandé mes diplômes en tant que mes clients m'ont jamais demandé mes diplômes. Alors que quand tu cherches un job, la première chose qu'on te demande, c'est tes diplômes. Ouais. C'est vrai que les diplômes, c'est un peu bizarre parce que ça fait un petit validateur. Mais finalement, comme je te dis, en Suisse, typiquement, c'est pas un gros validateur. C'est un validateur, mais c'est pas non plus l'unique. Les gens valorisent plus, effectivement, l'expérience, la carrière, la personnalité. Parce que c'est un point important pour une entreprise, la personnalité des gens. Il faut que dans une équipe, ça matche. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit productif. Si les gens commencent à y avoir de l'énergie qui est perdu dans des politiques internes ou des choses un peu faire très attention à ça en entreprise d'ailleurs. Et donc non, après moi ce que je constate en Suisse c'est que globalement même tout en bas de l'échelle, quand on a envie de proposer quelque chose et qu'on est salarié, ça marche. Alors, c'est sûr que c'est pas la même chose. Quand on est une entreprise, on vient avec un crédit qui est celui de on bosse, parce que c'est clair qu'une start-up a la réputation de savoir faire du travail, sinon il meurt, d'être agile, efficient, beaucoup plus rapide pour livrer des produits que n'importe qui d'autre. C'est le principe de la start-up, c'est ça qui fait sa force, c'est son agilité, sa rapidité à arriver avec des produits sur les marchés. Donc effectivement, de ce point de vue-là, quand on va voir d'autres entreprises, on a un vrai crédit, on apporte quelque chose que eux n'ont pas, un savoir-faire que eux n'ont pas. Ils pourraient le faire en interne, ça leur coûterait 10 fois plus cher de réinventer la roue en interne plutôt que de finalement s'adosser sur une start-up qui un, a de l'expérience et puis deux, est capable d'aller vite, quoi. Est-ce qu'on peut dire que quand tu es salarié, globalement, il y a une relation dominant-dominé quelque part avec tes chefs, et que on te dit t'as pas la responsabilité de tes actes quand t'es salarié, parce que si tu fais une connerie, c'est ton patron qui l'assume, et que du coup ça déforme ça t'infantilise quelque part, ouais. Parce que tu vois t'es pas responsable. Et bon, ouais. Alors que quand tu as des clients, chacun est responsable de son risque. Et si tu fais pas, soit tu seras pas payé, soit tu auras des pénalités, soit ci, soit ça, mais t'as plus besoin d'avoir un validateur externe un peu arbitraire, parce qu'en fait, si ça marche pas, tu en subis les conséquences. Ouais, c'est très juste. Après, ça dépend des entreprises aussi. Il y a effectivement des entreprises très hiérarchiques ou très c'est moi le patron, c'est toi qui fais ce que je t'ai dit de faire, t'as 8 heures par jour pour le faire. Et puis, t'as pas une minute de plus, pas une minute de moins. Et puis, il y a des métiers ou des entreprises dans lesquelles ça se passe un peu différemment, ou dans lesquelles les gens, on leur donne plutôt le pouvoir justement de prendre des décisions, de se tromper, parce que se tromper c'est bien. Franchement, moi c'est ce que j'aime bien dire aussi chez nous, c'est celui qui se trompe pas, c'est qu'il a rien fait. Donc moi je préfère des gens qui se trompent. Et donc voilà. Après ça dépend un peu des cadres de travail, mais
voilà, globalement, voilà, faut bien choisir ça, faut bien choisir sa boîte. Il y a pas, je pense que il y a un peu tout. Et encore une fois, moi je vois en Suisse, c'est assez facile justement d'évoluer au sein d'une boîte parce que c'est facile de proposer des choses quand on a identifié. Mais comme peu de gens le font en fait, en vrai, beaucoup de gens se contentent, vraiment restent dans une sphère de confort, ce qui est bien aussi. Mais voilà, donc ça donne l'opportunité à ceux qui ont envie de vraiment percer en fait. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une vie de famille quand on monte une start-up? Ouf, alors j'en ai une. J'ai une petite fille qui a 2 ans et 3 mois. Comme elle est née juste après le Covid, j'ai pu passer beaucoup de temps avec elle. Et du coup, oui, et j'avoue que le Covid a été quelque part un soulagement pour ça, parce que sinon je suis certain que je l'aurais vu beaucoup moins. Ça a remis beaucoup de choses en question d'ailleurs dans mon organisation du travail aujourd'hui, hein, très clairement. Et je pense que si j'avais pas vécu le Covid, je pense que j'aurais vécu une vie bête d'entrepreneur, acharné du boulot, qui rentre le soir à 23h, qui couche jamais sa fille et qui voilà. Et aujourd'hui, j'essaie d'avoir vraiment ces pauses dans la journée où je me dis bon bah voilà, je sais que entre 18h et 20h, c'est le moment où ben voilà, la petite a mangé, c'est le moment où on peut jouer avant le coucher, voilà, et donc j'aime bien être là, à ce moment-là, c'est les 2 heures de la journée que je réserve où le téléphone il est en silence, éteint avec le mode non ne pas déranger. Et alors, il y a quelques exceptions, mais aujourd'hui, j'essaie de me tenir un peu à cette hygiène de vie. Par contre, est-ce qu'on peut avoir des amis beaucoup plus compliqués? Parce que là, il y a plus d'espace quand on a une famille. Là. Une fois qu'on a donné les 2 heures par jour à la famille, il reste plus rien. Ouais. J'avoue que c'est plus difficile. Donc, et qu'est-ce qui te pousse en fait à sacrifier ça C'est pas un sacrifice. Voilà. Est-ce que c'est un sacrifice et qu'est-ce qui te pousse à... Ah non, mais en fait, en vrai, moi, je l'ai jamais vécu comme un sacrifice. Moi, en fait, je me réveille. Des fois, ça m'arrive de me réveiller la nuit pour noter quelque chose sur mon téléphone parce que j'ai rêvé d'un truc qui je voulais pas l'oublier pour le lendemain matin. Et donc, quand je me réveille, j'ai envie de voilà. Et puis, quand t'arrives le soir, et ouais, j'ai toujours plein d'amis avec qui je suis en contact, où je me force un petit peu des fois régulièrement d'appeler, etc. Mais physiquement, aujourd'hui, il y en a qu'un que je vois, et c'est pour une seule raison, c'est parce qu'il insiste. Donc il vient me chercher en bas du bureau en me disant non, c'est bien, on va boire une bière. Et mais sinon non, c'est vrai que voilà, après mais ça me manque pas, et puis ça viendra plus tard, on a des moments de vie. Et je pense qu'une vie d'entrepreneur, c'est une vie de bulle, c'est une vie où peut-être pas pour tout le monde, peut-être ça dépend des métiers, mais je pense que si on veut vraiment être efficient et efficace, il faut se mettre vraiment dans une bulle isolée, il faut enlever le bruit, il faut arriver à avoir cette concentration. Et dans la journée, si on se laisse perdre par des petits plaisirs ou des petites choses, c'est pas des petits plaisirs, mais c'est on se laisse vite un peu glisser. Voilà. Et c'est important. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est cette bulle-là, c'est pouvoir avoir un endroit où travailler, enfermé, silencieux, pouvoir ne pas être dérangé, ça rend une efficacité démentielle. Donc quelque part, c'est un sacerdoce en fait. Je sais pas, non, pas forcément sacerdoce. Non, mais moi je le vis pas mal, au contraire, moi je le vis avec beaucoup d'enthousiasme tous les jours. Et puis bon, après c'est un peu ma nature aussi, hein, je suis on ou je suis off, j'ai du mal à être un petit peu entre deux. Mais voilà, j'ai pas pris de vacances depuis très longtemps. Mais ça me manque pas, c'est pas des vacances. Mais comment tu gères ça, tu vois, avec moi, avec ma femme par exemple, les vacances c'est un sujet. J'ai inventé les vacances à mi-temps, tu vois. Je travaille de 6h du matin à midi. Ouais, et puis après. C'est exactement ça. Mais en fait, tu viens de le dire, c'est exactement ça. Tu réinventes un petit peu des curseurs, tu les places. Tu sais que où que tu ailles quand tu pars, tu sais que tu vas devoir bosser, tu sais que mais tu vas placer les curseurs un peu plus bas, tu vas pas te faire des voilà, donc t'essaies de prendre les choses urgentes. Essayer de faire de l'espace dans l'agenda pour dire tout ce qui est les trucs un peu qu'on fait toute la semaine, on les repoussera beaucoup plus tard, et puis on prend les choses importantes, on traite les urgences quand elles arrivent, mais on essaie de limiter à ça. Ouais. Donc globalement, il y a mais décrocher complètement, c'est-à-dire en gros prendre 2 semaines où on met le téléphone off, non. Enfin, moi perso, je le sais pas faire. Moi non plus. Donc c'est ouais, donc il faut quand même trouver un entourage et une nana assez embarquée avec quoi. En gros, tu vas pas tout seul entrepreneur quoi. Tu vas avec ton entourage. Ouais. Ça de toute façon. C'est un truc que tu peux pas faire seul quoi. Moi ma copine évidemment était bien au courant avant, donc ça voilà, c'est pas une surprise, ça veut pas dire qu'elle le vit forcément ultra bien non plus tous les jours. Mais voilà, elle a signé en connaissance de cause. Quelles sont tes ambitions aujourd'hui pour arriver à... Enfin, est-ce que tu te vois travailler éternellement jusqu'à ce que mort s'en suive? Parce qu'en fait, c'est pas un travail, c'est un mode de vie.
Ou alors, est-ce que tu vises une retraite, un moment où tu es beaucoup plus focus et tu te dis, bon, allez, là, j'ai un truc, j'ai une œuvre à accomplir, j'ai un truc à faire. Et puis quand c'est fait, bon, on verra. On verra. Pour le moment, ma vision pour le moment, et peut-être qu'elle changera, c'est qu'effectivement, je suis pas fait pour l'oisiveté. C'est pas ça, voilà, les vacances à la plage, moi, ça me parle pas. Moi, à la limite, si j'ai un livre et que je peux me poser, voilà, en terrasse quelque part, mais aller faire le poulet au soleil là et dorer 30 minutes d'un côté, 30 minutes de l'autre, chez moi, ça me, voilà. Donc non, je crois pas que j'arriverai à rien faire. Par contre, il est possible que j'en sais rien, si pour X, Y raison, on fait un exit. Mais moi, ce que je constate chez les entrepreneurs très souvent, c'est qu'une fois qu'ils ont vendu leur boîte, oui, ils vont prendre un petit moment pour voilà. Et en fait, c'est ce moment qui permet de recadrer les idées, de savoir what next en fait. Qu'est-ce qu'on va faire après quoi. Et c'est le moment où les gens sont des éponges, captent un peu tous les trucs qui se passent. Donc c'est pas des moments off, c'est des moments en fait de voilà où on prend de l'info et en fait on est en train de construire, même si on s'en rend pas compte, mais dans l'inconscient, on est en train de construire ce qu'on va faire d'après quoi. Qu'est-ce qui fait que ça, c'est quand même spécifique est-ce que c'est spécifique à certaines personnes ou est-ce que tout le monde, globalement, est un entrepreneur qui s'ignore? Bonne question. C'est pas évident, hein, entrepreneur. Je crois pas que ce soit fait pour tout le monde. Vraiment pas. Il y a un câblage un peu particulier, une nécessité de prendre une revanche ou une liberté, ouais, ou des ressorts. Tu sais, ça vient avec de grandes responsabilités parce que quand t'es entrepreneur, c'est pas toi. Après, t'es responsable maintenant de plein d'autres gens. T'es responsable d'investisseurs aussi qui ont mis de l'argent dans ta boîte. T'es responsable de tes employés. T'es responsable et puis tous les jours est soit une victoire, soit un combat, mais enfin tous les jours tu fais avancer quelque chose, tu fais rentrer de l'argent dans la boîte, tu améliores les chiffres, t'es pas dans une logique où à 17h c'est bon, c'est fini quoi. C'est pas évident. Moi je vois des gens autour de moi, ils sont très contents comme salariés parce que la vie leur convient parfaitement comme ça. Et pour rien au monde ils abandonneraient cette vie-là, pour rien au monde ils abandonneraient leur week-end, pour rien au monde. Donc et c'est très bien, il faut tout pour faire. Ouais. Donc je suis pas certain que ce soit vraiment fait pour tout le monde. Moi voilà. Après il y a peut-être des étapes de vie. Il y a peut-être des moments dans la vie qui sont plus propices à faire certaines choses et des moments moins. Et toi alors, qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le cap, de dire je vais faire moi-même parce que... Une très bonne question. En fait, je pense que c'est un peu plein de choses, mais c'est arrivé à un moment où j'avais maturé un peu tout ça. J'avais tourné un peu avec des PowerPoint et des business plans et des choses comme ça tout seul dans mon coin. Et là, je commençais un peu à aller essayer de rencontrer des gens pour constituer une équipe. Et c'est quand j'ai vu réellement que le message, il vibrait chez d'autres en fait. Et quand j'ai vu qu'il y avait d'autres gens qui étaient prêts à se lancer dedans, soit d'abord, évidemment à côté de son travail parce que personne veut prendre trop de risques au début, etc. Et quand tu vois réellement que au moment de constituer ton équipe, parce que c'est ton plus grand actif en tant qu'entrepreneur, c'est ton équipe, c'est ce qui prend le plus de temps à construire, hein, et c'est vraiment compliqué parce qu'encore une fois, il n'y a pas que le talent, hein, il y a aussi les matchs, il y a les affinités. Plein de choses, ouais. Et mais quand tu commences à voir que dans cette construction, tu vois qu'il y a des gens qui partagent les mêmes idées, les mêmes valeurs, qui ont les mêmes ambitions, qui ont envie de même chose, toi, c'est là où tu te dis, ouais, mais en fait, il faut tirer le cap, quoi, il faut aller plus loin. Ça te porte. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour des gens qui voudraient tenter l'aventure, essayer de se trouver ou de... Comment savoir qu'on est prêt? T'es jamais prêt. Littéralement, tu l'es pas. C'est pas possible. Et en fait, il faut avoir une grande capacité à régler des problèmes. Parce que moi, personnellement, en tout cas de mon expérience, quand j'ai démarré, il y a plein de sujets que je n'imaginais même pas comme étant des sujets, hein, si on est entrepreneur. Hein. Donc tout ce qui est le sujet corporate, la société déjà... Enfin, nous, on a eu, par exemple, sur la première année, évidemment, moi, je me suis jamais occupé d'un truc assez bête, mais il s'appelle la compta, tu vois. Et quand t'arrives à la fin de l'année puis qu'il faut la faire, c'est là où tu te dis, ouais, mais en fait, ouais, j'avais tout mal pensé au début, parce que si je l'avais bien pensé, ce truc-là, au début, aujourd'hui, je me taperais pas 2 mois enfermé à refaire tous les... Donc, non, et si on réfléchit à tout avant de faire, on fait rien. Donc en fait, il faut se lancer, il faut y aller, et au fur et à mesure, on résout les problèmes. Au fur et à mesure, il faut avoir vraiment cet état d'esprit pas de hacker, hein, c'est peut-être pas le bon mot, mais un peu quand même, quoi.
il y a un moment où faut prendre des raccourcis, faut pas réinventer la roue, faut aller voir ce que les autres ont fait, comment ils l'ont fait, CTRL C, CTRL V. Faut vraiment, mais faut y aller quoi. Faut y aller, faut se lancer, tête baissée. C'est quoi c'est quoi la principale satisfaction en tant que patron? Pouvoir payer ses employés. À la fin du mois, quand t'as fait rentrer suffisamment d'argent pour payer tout le monde, c'est bien. Eh ben, merci beaucoup, Arnaud. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.